Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Allez, circulez, circulez, vous entrez dans la zone pot-flanage. La zone pot-flanage télescope les nouvelles de toute la planète cannabis. Jamais de nouvelles plates, jamais de régurgitation. La Terre est ronde, pas plate. Donc sur Top Pot, on a toujours une perspective particulière car le cannabis, c'est avant tout l'accès à d'autres façons de voir le monde. Et pour illustrer cette mise en perspective, rien de mieux que de croquer à pleines dents la nouvelle américaine qui a fait le tour de la planète, même si personne ne semble s'entendre sur le vrai sens à lui donner. Et évidemment, vous avez compris que je parlais du président américain Joe Biden, qui a déjà renié toutes les promesses pro-cannabis qu'il a faites pour être élu contre M. Trump. Eh bien, il nous refait le coup à l'approche des élections de mi-mandat, les Midterms Elections américaines. Oui, le président américain accorderait un pardon aux Américains condamnés pour simple possession de cannabis. Le chiffre repris partout, sans réflexion, par les commentateurs, est de 6500 personnes qui auraient été condamnées pour possession de cannabis au niveau fédéral. 6500 personnes que personne n'arrive à identifier. Personne. Je n'ai trouvé aucune liste, aucune. Donc, personne ne sait qui sont ces 6500 personnes potentielles. La seule explication que j'ai trouvée en googlant 6500 personnes, c'est le nombre d'ouvriers étrangers morts au Qatar pour construire les installations de la Coupe du Monde. D'ailleurs, tout le monde parle de la boycotter, cette Coupe du Monde, mais je n'entends encore personne dire qu'il faudrait boycotter les gens qui annoncent, les fameux annonceurs canadiens qui osent s'afficher au Qatar. Et ça, c'est une saga pour une autre fois. OK, vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot sans invité, je me commande toujours un petit café. Une seconde. Et MJ? Ouais. Exactement, mon habituel. Merci. OK. Personne ne sait ce que Biden veut dire exactement, mais tout le monde sait que les Noirs américains sont emprisonnés de façon disproportionnée pour possession de cannabis comparé à la population blanche. L'annonce de M. Biden a réjoui l'industrie du cannabis des deux côtés de la frontière canado-américaine. Mais la réalité est différente. Il suffit de lire quelques articles sur le site du Last Prisoner Project. Si vous ne connaissez pas cette initiative américaine fondée par Andrew et Steve D'Angelo, je vous résume rapidement son action. L'idée du projet est née en 2019 et l'idée est très simple. Personne ne devrait rester incarcéré pour des infractions liées au cannabis. Les frères D'Angelo ont réuni des experts de plusieurs secteurs comme le droit, la politique, l'éducation, pour transformer les injustices générées par la politique américaine de la prohibition du cannabis. Et The Last Prisoner Project a réagi à la nouvelle de M. Biden. Voici ce que l'on dit sur le site de l'organisme. Cependant, la réalité est que la grande majorité des accusations fédérales sont plus graves que la simple possession. De ce fait, la population qui a bénéficié d'une grâce aujourd'hui ne représente qu'une fraction du nombre de personnes ayant fait l'objet de condamnations fédérales liées au cannabis. Comme la Maison-Blanche l'a elle-même reconnu, l'annonce d'aujourd'hui n'aboutira pas à la libération de quiconque se trouve en détention fédérale. Fin de la citation. Le président Biden a interpellé tous les gouverneurs à agir dans le même sens dans leur État respectif, car la majorité des emprisonnements ne sont pas de nature fédérale. Alors quand les Américains ne se font pas arrêter en Russie pour possession, leur pays reste très actif dans la répression, car des milliers de citoyens américains seront arrêtés en 2022 pour des infractions banales reliées au cannabis.
Donc, Normal USA avance que 350 000 personnes ont été arrêtées pour des délits reliés au cannabis l'année passée. Je trouve ce chiffre particulièrement incroyable. Entre 2001 et 2010, les autorités américaines ont procédé à plus de 8 millions d'arrestations en relation avec le cannabis et 88 % relevaient de la simple possession. Au Canada, au Québec, beaucoup de gens se sont réjouis de la hausse de la valeur des actions des producteurs autorisés canadiens présents à la bourse, suite à la nouvelle américaine. Mais à peine 24 heures plus tard, la plupart de ces actions sont retombées à un niveau encore plus bas. Aucun gain réel. L'action d'Aurora vient immédiatement à l'esprit. Et certains observateurs de la politique américaine crient à une seconde manipulation de masse, exactement comme les promesses du candidat Biden avant qu'il ne soit élu la première fois. Je partage ici, résumé, traduit et adapté, l'argumentation d'un gars qui s'appelle John Farris, un monsieur que je suis sur LinkedIn. Voici en gros ce qu'il dit. Il reprend les 3 assertions de Biden en les analysant rapidement. 1. Biden ne pardonne personne car il n'y aurait pas une seule personne dans une prison fédérale américaine pour simple possession. Pas une, crie-t-il partout le monsieur. Et cela correspond aux déclarations de la Maison-Blanche. 2. Biden prétend inciter les gouverneurs d'État qui ont déjà déployé des programmes de pardon plus généreux que le sien. Et les États plus à droite ne feront jamais rien sans y être évidemment obligés. Et finalement, 3. Biden demande au secrétaire à la santé et aux services sociaux et au procureur général de revoir la classification du cannabis. Pourtant, le président américain aurait pu, tout seul, comme un adulte, changer la classification du cannabis par simple décret. Il a ce pouvoir qu'il a choisi de ne pas exercer. L'ensemble des médias a repris la communication du président Biden au moment crucial des élections de mi-mandat. Biden est un génie de la propagande. On va forcément en reparler dans les prochains mois. Juste une seconde. Merci, MJ! Ah, c'est bon. OK. Si on veut parler d'actions concrètes qui ont un impact réel, il y a une autre nouvelle plus intéressante. Et il faut regarder du côté du Canadien Seth Rogen et de sa femme Lauren Miller, qui ont ramassé 860 000 $ dans le cadre d'une levée de fonds organisée par HFC, leur organisation caritative qui s'intéresse à la maladie d'Alzheimer. C'est quoi la relation avec le cannabis? Eh bien, 2 superfans de Rogen ont payé chacun 40 000 $ pour un cours de poterie obligatoire et une séance de consommation de cannabis avec Rogen qui, elle, reste optionnelle. OK, dans un autre registre. Qui n'a pas entendu que le cannabis n'avait jamais tué personne? Cette affirmation est répétée partout, et même par des gens de science. L'actualité nous donne encore une fois l'occasion de réfléchir. Pourquoi? Eh bien, il y aurait devant la justice américaine le cas d'une travailleuse de l'industrie qui serait morte à cause d'une exposition prolongée à de la poussière de cannabis. Cela se passe aux États-Unis, au site de production de Trulieve, au Massachusetts. Selon le rapport d'enquête du OSHA, le Occupational Safety and Health Administration, la dame qui broyait des fleurs pour produire des joints pré-roulés serait décédée suite à une exposition à la poussière de kiff, une exposition prolongée. Le kiff, selon mon dictionnaire, est une drogue qui provient des glandes résineuses du cannabis. Vous avez évidemment reconnu les trichomes qui se retrouvent sous le tamis de votre égre-noir, votre grinder, là, à 3 étages. Dans un site industriel, c'est la taille du tamis et la quantité des fleurs qui changent. Donc, la dame transportée à l'hôpital, la dame de 27 ans, est morte. On pense à un choc anaphylactique. Une étude australienne récente a démontré qu'il existait des risques similaires dans une usine de chanvre et que l'exposition aux poussières de cette matière
pourrait avoir des effets négatifs permanents sur la santé respiratoire des travailleurs. OK. D'autres études similaires incitent à la réflexion sur les risques de travailler dans une industrie qui existe depuis à peine quelques années. Alors que Santé Canada s'inquiète de la santé des consommateurs, qui s'inquiète de la santé des travailleurs de l'industrie du cannabis au Canada? Il semble exister un lien entre la poussière dégagée par la manipulation du cannabis en usine et des risques avérés de problèmes aux poumons. Le département du travail et de l'industrie de l'État de Washington évoque des réactions allergènes comme l'asthme, des éruptions cutanées et même une possibilité de choc anaphylactique. Qu'on ne se méprenne pas, et j'en entends dans le fond du café qui crie là. Non, je ne dis pas que travailler dans l'industrie du cannabis est dangereux pour la santé. Ça, c'est le rôle de Santé Canada, pas le mien. Par contre, il est évident que l'industrialisation du cannabis crée des conditions de travail inédites qui, je le pense, méritent notre attention. OK, vous pensez vous lancer dans l'industrie du cannabis? Bien, bravo. C'est courageux. J'ai trouvé un témoignage intéressant qui commence par une blague. Savez-vous comment gagner 1 million de dollars dans l'industrie du cannabis? C'est simple, commencez avec 2 millions. Les législateurs font ce qu'ils veulent. Il suffit de penser à Ron DeSantis aux États-Unis qui affirme que la Floride, dont il est le représentant, doit exploiter, rien de moins, l'industrie du cannabis. Au Canada, l'arbitraire règne entre les exigences fédérales et provinciales. Le monopole provincial de la SQDC semble opérer dans un pays différent quand on le compare au monopole similaire au Nouveau-Brunswick. Voilà en résumé, si vous voulez vous lancer dans l'industrie du cannabis, les recommandations d'un vétéran de l'industrie. J'ai oublié le nom du gars, mais j'avais pris des notes. Désolé. Alors, 1. Dans l'industrie du cannabis, selon lui, le temps passe plus vite. Ce qui était vrai hier peut être faux le lendemain, aussi bien au niveau législatif qu'au niveau des opportunités d'affaires. 2. Toute décision a une durée de vie d'1 trimestre, même si votre entreprise n'est pas cotée à la bourse. L'agilité ici consiste à être capable de remettre en cause des décisions qui semblaient intelligentes il y a à peine quelques semaines. 3. Faire un monofocus sur une seule offre commerciale est une erreur dans l'univers du cannabis. Chaque décision doit, idéalement, créer une multitude d'options, ce qui est vrai dans d'autres secteurs commerciaux et suicidaire dans le cannabis. 4. Investir dans le cannabis, c'est comme la conduite automobile sur une surface gelée. Ça, c'est mon interprétation, aux commentaires du type. Il est facile d'accélérer. Par contre, maintenir le cap exige beaucoup de doigté et ralentir devient un nouveau risque. Et il est facile de se faire éjecter de sa trajectoire initiale. 5. Pourquoi construire de nouvelles infrastructures quand il y a des opportunités incroyables sur le marché? Le plus bel exemple récent au Québec, c'est le rachat par Canara des infrastructures de T-God pour 10 sous sur le dollar. Oui, T-God a investi plus de 260 millions de dollars dans ses installations à Valleyfield pour les revendre quelques mois plus tard à Canara pour une vingtaine de millions. Les ventes de feu ne sont pas une exception actuellement dans l'industrie du cannabis. L'opérateur intelligent sait tirer profit de cette situation. Il ne faut pas oublier également, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de l'augmentation du prix des matériaux de construction, la sagesse s'impose. Un bâtiment construit n'est pas à refaire. Et finalement, 6. Les géants de l'industrie ont longtemps cru que l'intégration verticale était la solution pour créer des profits. Pour survivre et prendre une expansion stable, la solution semble avoir migré vers l'intégration horizontale, qui permet de trouver des partenariats avec uniquement des entreprises qui dominent leur secteur d'activité. En conclusion, je vous dirais de ne jamais oublier que les conseils gratuits demeurent gratuits tant qu'on ne les met pas en pratique. Dans un autre registre complètement, le gouvernement ontarien vient de faire des jaloux partout dans le reste des autres provinces canadiennes. Pourquoi? L'Ontario, en effet, vient de lancer un programme de 136 millions de dollars pour les exploitants de serre, programme qui semble inclure l'industrie du cannabis.
rien de compliqué, juste un petit coup de pouce pour favoriser l'utilisation d'éclairage DEL ou LED si vous préférez. Le but est de rendre les serres plus écologiques. Le lancement de ce train de mesures incitatives est une initiative du ministère de l'Énergie de l'Ontario qui semble comprendre la place des serres dans le futur de son économie et dans la lutte pour préserver l'environnement, évidemment. Alors, complètement par hasard, j'ai découvert ou redécouvert le dynamisme de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Je suis tombé sur un document qui s'appelle « Rapport annuel du Centre d'innovation et de recherche sur le cannabis pour le Sénat académique ». 5 ou 6 pages de constats, et au détour, j'ai trouvé un bel exemple de partenariat. Et là, je cite texto le document écrit en français en plus. En dehors du circuit académique, 2 collaborations ont été mises en place avec des partenaires industriels, soit avec Green Herb Farms et GrowDoc. GrowDoc s'écrit G-R-O-W-D-O-C en un seul mot. Je reviens au communiqué. Une subvention a d'ailleurs été obtenue dans le cadre de la collaboration avec GrowDoc, ce qui permet d'appliquer des concepts d'intelligence artificielle dans certains projets du cirque. Fin de la citation. Le cirque, c'est le Centre d'innovation et de recherche sur le cannabis. GrowDoc, je le rappelle, est une application pour téléphone intelligent. Voici la description de l'application sur son site. Votre pathologiste du cannabis en format de poche. GrowDoc a été créé pour identifier la cause des plantes de cannabis malades. Que votre plante se fane ou présente des symptômes sur les feuilles, GrowDoc sera là pour déterminer la cause et vous dire ce qu'il faut faire pour la réparer. Fin de la citation. Et je me rends compte que la traduction automatique était très mauvaise. Voici encapsulé dans le rapport du cirque l'exemple parfait de l'intégration horizontale que j'évoquais il y a à peine quelques minutes. Pourquoi réinventer la roue ou une application quand il y a déjà quelqu'un qui sait faire ça et qui sait le faire très bien? Et il n'est pas inutile de rappeler que le cannabis au Nouveau-Brunswick est géré par un monopole, comme au Québec. C'est la seule chose que nos 2 provinces semblent avoir en commun à propos du cannabis, être géré par un monopole. Alors, si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous savez que je crois au cannabis de terroir. Le modèle canadien de culture en bunker est très dur, très rough, pour le dire en québécois, très rough donc pour l'environnement. Je lisais hier que la Colombie-Britannique a de graves problèmes d'eau. Le Maroc, célèbre pour son hache, vit également une grave crise hydrique. Le titre de l'article dans le journal Le Monde d'hier est très clair. Le voici. Au Maroc, nous exportons sous forme de fruits l'eau qui nous manque. Permettez-moi de citer un seul passage de cet article du Monde. Le Maroc est en situation de stress hydrique structurel, rappelait en juillet la Banque mondiale dans un rapport sur l'économie marocaine. Avec 600 mètres cubes d'eau par personne par an, contre les 2600 mètres cubes en 1960, la demande en eau dépasse largement les ressources disponibles. Fin de la citation. Les articles sur la situation en Colombie-Britannique ne décrivent pas la conjoncture en termes techniques très parlants, comme réussit à le faire Le Monde. Je ne blâme pas la Colombie-Britannique, c'est plutôt le journalisme à la canadienne qui est à blâmer. Par contre, ailleurs, les spécialistes s'intéressent activement au cannabis de terroir. Je pense par exemple à Carlyle Fletcher, qui vient d'écrire un article pour le magazine Cannabis Tech. Le titre du papier est « Embracing Nature, Low-Tech Outdoor Cannabis ». Et le sous-titre est tout aussi fort « In times of financial trial, low-tech outdoor cannabis may have leg up on the competition ». Je vais résumer au pas de course, encore une fois, les grands énoncés de son plaidoyer. 1. Cultiver du cannabis low-tech, c'est renouer avec le plein air, le soleil, la nature, quoi. Il y a 10 000 ans, les humains se soignaient avec du cannabis qui poussait dans les champs. L'apparition du bunker pour la culture du cannabis est récente dans l'histoire de l'humanité. Je ne dis pas que ce sont ses mots, mais c'est largement sa pensée. Je résume sa pensée avec mes propres mots. 2. Dans le contexte actuel de stress économique extrême, cultiver du cannabis à l'extérieur est une solution bon marché
qui nécessitent moins d'investissement pour le démarrage et la suite des choses. La situation en Ukraine, on le sait, crée une forte augmentation du coût des engrais. Je n'ai pas encore été capable de chiffrer précisément cette augmentation pour l'industrie du cannabis, mais c'est un poste budgétaire important. Sauf pour les producteurs qui font du bio, évidemment. Cultiver à l'extérieur permet aussi une rotation intelligente des cultures qui augmente la qualité du sol tout en rapportant de l'argent aux producteurs. Par exemple, le trèfle blanc est un compagnon populaire pour le cannabis. Pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause de son action positive sur les niveaux d'azote dans le sol. Le cannabis consomme beaucoup d'azote. Le trèfle blanc est aussi accessoirement, très accessoirement, il est très connu pour attirer les abeilles. Vous avez reconnu l'ironie de mon propos. 3. Cultiver du cannabis à l'extérieur est l'occasion de réfléchir aux sources d'énergie alternatives comme le solaire, l'éolien et même l'hydroélectricité. C'est un pas de plus vers l'indépendance énergétique, surtout quand les exigences énergétiques de la culture extérieure sont minimes comparées à la culture en bunker qui, au final, il faut le réaliser, tente simplement de remplacer le vent et le soleil, rien de moins. 4. Commander des lumières produites en Chine crée une dépendance réelle et exclut les partenaires locaux qui, dans le meilleur des cas, vont prendre un petit pourcentage sur la vente finale. Trouver des solutions locales est avantageux pour tout le monde dans un contexte d'économie circulaire. Évidemment, à très très court terme, le plus grand défi est de convaincre les consommateurs qui ont en général une très mauvaise opinion du cannabis extérieur. Et pourtant, les grands connaisseurs, je pense à Frenchy Cannoli, ils expriment souvent leur préférence pour le cannabis d'extérieur, car les terpènes, les flavonoïdes et les cannabinoïdes s'expriment mieux dans le respect de la nature depuis des milliers d'années. Je le dis souvent, il n'y a pas un producteur de champagne qui fait pousser ses raisins en bunker. Il doit y avoir une raison. Faire pousser du cannabis à l'extérieur est un savoir-faire particulier. La culture low-tech du cannabis n'a jamais disparu. Le travail de la police, qui trouve chaque année des milliers de plantes clandestins, est là pour nous le rappeler. Personnellement, je n'oublie pas qu'il y a un cultivateur québécois qui a remis au goût du jour un petit instrument qui s'appelle la grelinette. Le même gars a vendu des milliers d'exemplaires à travers le monde d'un petit livre qui explique comment faire plus de 100 000 $ sur un terrain de plus ou moins un acre. Je prédis qu'il y aura bientôt un livre qui démontrera comment faire autant d'argent sur 200 mètres carrés. 200 mètres carrés qui est la taille maximale d'une licence de microproduction intérieure ou extérieure au Québec. Il est quelle heure, là? Oh, je pensais l'heure. Un instant. Merci, MJ. Très bon le café. OK. Je me ramasse. On vient de faire un pas en avant, peut-être, avec l'annonce de Joe Biden. Mais on a sûrement fait un pas en arrière avec la déclaration de la ministre anglaise de l'Intérieur, Suella Braverman, B-R-A-V-E-R-M-A-N, qui propose de reclasser le cannabis en classe A. Soudainement, au pays des Beatles et des Rolling Stones, le pot redevient une sale drogue qui sert de porte d'entrée à la consommation d'autres drogues dures. Oui, le cannabis est de nouveau associé à la psychose, au cancer et, la cerise sur le sundae, le cannabis pourrait être à l'origine de malformations congénitales. Madame Braverman veut des sanctions plus sévères contre les consommateurs de cannabis et serait totalement contre la dépénalisation de cette drogue qui serait un signal culturel dangereux qu'il faut faire disparaître rapidement. Est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai encore le temps. Une dernière actualité. C'est la première fois que je parle du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le CANAFE, C-A-N-A-F-E, qui est l'unité de renseignement financier du Canada. On dit sur le site du gouvernement que son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient. OK. Eh bien, selon le CANAF, les commerces illicites de vente de cannabis en ligne blanchissent leur argent dans des boutiques d'apparence légale
qui ont pignon sur rue. Le centre, le Canafe, fonde son opinion sur l'analyse de 5000 transactions suspectes entre mars 2020 et mars 2021. Parmi les entreprises qui blanchissent de l'argent, le CANAF a répertorié les catégories suivantes. Commerce de beauté et bien-être, vente en gros d'aliments et de boissons, vente d'automobiles, réparation d'appareils électroniques, compagnie de marketing et publicité, et finalement des entreprises de construction. Les transferts de fonds utilisent toutes les méthodes connues, celles qu'on voit dans les films et les séries télévisées. Courriel, chèque, traite bancaire, dépôt en espèces, crypto-monnaie et évidemment les traditionnels prête-noms. Les commerces de façade semblent être gérés grossièrement, d'après ce que je comprends des révélations du CANAF, gérés grossièrement avec peu de sophistication, ce qui rend les mouvements d'argent facilement détectables. Les tricheurs ne savent pas tricher. Les tricheurs trichent mal. Vraiment, l'amateurisme est présent partout dans le cannabis au Canada. Et voilà, c'était le 122e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire. lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.